Paper Money de Ken Follett, traduit de l'anglais par Viviane Michalkoff, lu par Philippe Pierrard. Bien qu'il soit très riche, Félix Lasky n'avait pas d'argent. Sa fortune était constituée d'actions, de terrains, d'immeubles et de capitaux parfois plus nébuleux, comme la moitié d'un scénario de cinéma ou le tiers d'une invention, un appareil à faire des chips par exemple. La presse, qui se gargarisait de chiffres à son sujet, affirmait que sa fortune convertie en livres sterling pouvait être estimée à plusieurs millions. Ce à quoi Lasky répondait avec un plaisir identique qu'il serait cependant quasiment impossible de transformer la totalité de ses avoirs en monnaie sonnante et trébuchante. Pour l'heure, Félix Lasky se rendait à pied de la gare de Waterloo à la City. Il était intimement convaincu que la paresse était la cause première des crises cardiaques chez les hommes de son âge. Cette inquiétude était bien ridicule en ce qui le concernait, car on n'aurait pas trouvé dans tout le quartier des affaires un homme de 50 ans en meilleure forme que lui. À en juger d'après sa taille, un peu moins d'1,90 m, et sa stature, un buste taillé en proue de navire, il avait à peu près autant de chances de succomber à un arrêt du cœur que de passer pour un paysan endimanché. En effet, Félix Lasky affichait en toutes circonstances une élégance des plus raffinées, et sa fière silhouette se découpait nettement traversant le Blackfriars Bridge dans la pâle lueur du petit matin. Originaire d'un village où les hommes portaient des salopettes et des casquettes en toile, il se plaisait aujourd'hui à porter des chemises en soie et des chaussures cousues main qui lui rappelaient le chemin parcouru. L'habit faisait partie intégrante de son image, celle d'un dandy, d'un aventurier doublé d'un homme de main. Car ses affaires impliquaient un certain degré de risque ou d'opportunisme quand ce n'était pas les deux à la fois. Lorsqu'il en parlait, il venait d'ailleurs à enrober la réalité d'une certaine dose de mystère et de danger qui lui conférait aux yeux des gens un talent magique, et finalement cela comptait bien plus que de posséder sa banque d'affaires. Son image, oui, songeait-il alors qu'il passait devant la cathédrale Saint-Paul pour rejoindre le lieu de son rendez-vous. Voilà ce qui avait séduit Peters. Néanmoins, ce petit Peters à l'esprit étriqué était un expert en matière de mouvement de fonds physiques, s'entend, rien à voir avec le crédit. Peters travaillait à la Banque d'Angleterre, où il était chargé de lancer la fabrication et la destruction des pièces et billets. Il était donc en première ligne pour ce qui était des transports de fonds. Les décisions ne lui appartenaient pas, elles étaient prises en haut lieu, au Conseil des ministres peut-être, mais il pouvait dire, avant que la Barclays ne le sache elle-même, le nombre de billets de 5 livres dont elle aurait besoin. Lasky avait fait sa connaissance lors de l'inauguration des somptueux locaux d'une société de vente discount qui occupait tout un pâté de maisons. Lasky se rendait à ce genre de soirée dans le seul but d'y rencontrer des gens susceptibles de lui être utiles un jour. Pour Peters, ce jour était arrivé 5 ans plus tard. Lasky l'avait appelé à son bureau pour lui demander le nom d'un numismate qui puisse le conseiller dans l'achat de pièces anciennes. Peters avait déclaré être lui-même collectionneur à un humble niveau et il avait proposé de